on continue à présent avec le Mali où la mission de la CEDEAO qui était dans le pays ces 2 derniers jours s'est dit rassurée par le retour des civils au pouvoir. La mission de l'Afrique de l'Ouest, après un deuxième coup d'État militaire en 9 mois, a été rassurée donc par les engagements pris par le nouveau président, le colonel Assimi Goïta, quant au retour des civils au pouvoir début 2022. Sur les points clés, nous avons été rassurés par le président de la transition et le Premier ministre en particulier. La tenue en février 2022 d'élections censées ramener les civils à la tête de ce pays clé pour la stabilité du Sahel. C'est ce qu'a déclaré devant les journalistes Jean-Claude Kassi-Brou, le président de la commission de la CEDEAO. CEDEAO rassuré par les engagements pris par les nouvelles autorités. Il y a quand même quelques doutes dans l'esprit de certains que les élections se tiennent en février 2022. Non, je crois que le nouvel homme fort du Mali a pris l'engagement lors de son investiture, de sa prestation de serment, qu'il va respecter le calendrier, la feuille de route de la transition, et le point de chute, c'est l'organisation des élections présidentielles législatives au plus tard le 22 février 2022. Donc, cet engagement n'a été que constaté ou bien réaffirmé par la CEDEAO qui se dispose à accompagner, disons, l'État malien à ce que, disons, cette transition se passe bien et qu'on ait un retour au pouvoir des civils au soir du 22 février. Et là, disons, la dernière visite du médiateur de la CEDEAO avec les officiels à Bamako auprès des autorités n'a fait que précéder le sommet d'Accra que j'ose appeler le sommet de la sagesse, parce qu'on aurait disons, l'impression que nos chefs d'État du côté d'Accra allaient adopter une posture qu'on leur a connue dans la gestion d'autres dossiers. Mais ils ont été assez sages, ils ont été assez humbles, parce que ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné, pourquoi ? Parce que la même délégation était en route pour Kati quand le protocole du président Assimi Goïta les a appelés que le président ne peut plus les recevoir. Maintenant, du retour de retour à Accra, en tant qu'un être humain, donc on a des ressentis, on a des ressentiments. Mais ils ont surpassé cela, ils ont plutôt fait preuve d'humilité et de sagesse. Et la décision ou bien les résolutions de ce sommet n'ont fait que baliser le chemin, parce qu'ils étaient, disons, les chefs d'État de la CEDEAO étaient devant un fait accompli. Donc, ils ne pouvaient pas s'opposer également pour prendre une posture qui, disons, diminuerait la CEDEAO politique que nous avons dans ce contexte. Ça veut dire la CEDEAO n'avait pas le choix, elle ne pouvait pas durcir à nouveau le ton? Non, la CEDEAO n'avait pas trop de choix. C'est pas qu'elle n'avait pas de choix, mais la CEDEAO n'avait pas trop de choix parce que la CEDEAO veille également à la stabilité dans les pays. Et nous avons vu, avant même ce sommet, donc la Cour constitutionnelle a déjà validé, disons, la présidence de monsieur Goïta. Et on sait que la CEDEAO est toujours respectueuse des textes de loi. Maintenant, une fois que la Cour constitutionnelle malienne a dit, et donc rien n'entache juridiquement, disons, sa présidence, donc la CEDEAO ne pouvait plus adopter une posture de s'opposer, disons, à la présidence de monsieur Goïta. Donc, la CEDEAO devrait accompagner, c'est ce que la CEDEAO a fait. La démarche même de la CEDEAO, malgré, disons, tout ce qui a été comme brouhaha, la présence du médiateur cette semaine du côté de Bamako, c'est également la continuité de la manifestation de cette sagesse. Parce que la CEDEAO a intérêt à ce que disons, le Mali se calme, se stabilise, sinon cela aura des répercussions dans d'autres pays frontaliers. Alors ici, quand la CEDEAO se dit rassurée par les engagements pris par les autorités actuelles de la transition, je crois que c'était le même discours quand Assimi Goïta prenait le pouvoir. La CEDEAO avait mis la pression, on a mis un président militaro-civil au pouvoir. Après, il y a eu des engagements à faire les élections en 18 mois. La CEDEAO a été rassurée aussi à l'époque. Et on a vu la suite. Oui, ben moi je dirais plutôt que la CEDEAO fait perdre donc le précieux temps au Mali, parce que, vous savez, ce qu'ils avaient refusé au début, c'est ce qu'ils acceptent aujourd'hui. Parce que les militaires avaient quand même cette volonté, cette envie-là
conduire la transition. Mais la CEDEAO qui a dit niet, il faudrait quand même qu'un civil prenne le pouvoir. Il faut faire ça. Et de guerre, là, vous verrez que les militaires ont accepté donc le poste donc de vice-présidence, ne serait-ce que pour garder un œil sur la transition et voir la manière dont les choses se déroulent. Et aujourd'hui, et ils ont peut-être raison en revenant une deuxième fois sur la scène politique pour déposer donc le président Dao. Parce que comment se fait-il que vous avez une transition de 18 mois et à 9 mois, à peine 9 mois donc de la présidentielle, le gouvernement est dissous, vous formez un autre gouvernement et vous cherchez donc à élaguer ceux qui ont fait le putsch pour que vous soyez là. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que ça s'accroche. Et aujourd'hui, ceux qui refusaient, ils étaient obligés donc de l'accepter, du fait que la Constitution donne donc tout le droit au colonel Assimi Goïta donc d'être président et d'assurer donc la transition. Mais ce qui m'a plu chez le président, le nouveau président du Mali, c'est qu'il a accepté rester dans les fourchets, dans le cadre défini au départ pour la transition. Donc il accepte d'être président pour 9 mois ou je ne sais pas, maintenant pour quelques mois pour aller aux élections donc, et remettre le pouvoir aux civils. Maintenant, le pays est sous sanction donc, de la CEDEAO et ils ont bien fait donc, de nommer déjà un premier ministre qui dit, selon donc, pour reprendre même la CEDEAO, qui dit qu'ils ont été rassurés que dans quelques jours, dans les tout prochains jours, il y aura donc la formation d'un nouveau gouvernement. Oui, d'ici dimanche. Vous verrez que tout va marcher comme sur des roulettes. Maintenant, ce qui convient à la CEDEAO de faire aujourd'hui, c'est de canaliser, c'est d'accompagner. Voilà, c'est le terme donc des émissaires ghanéens, c'est d'accompagner maintenant et cette transition jusqu'à bon port et que les choses donc se reprennent donc de très bien. Donc voilà, je crois que aujourd'hui ils sont rassurés et je suis sûr et certain qu'après la formation du gouvernement, la CEDEAO va lever donc sa sanction. Mais le président Goodluck Jonathan va continuer donc sa médiation et accompagner donc le Mali. Mais on est en droit de se demander qu'est-ce qui rend la CEDEAO aussi confiante pour se dire que cette fois ça va aller normalement. Non, mais je crois que la CEDEAO n'a pas d'excuse pour être pessimiste. Parce que si la CEDEAO est pessimiste, donc on insinuerait une démission de la part des leaders de la CEDEAO. Parce que les leaders de la CEDEAO ont le souci de la paix et de la stabilité du Mali. Parce qu'il y a un problème avec les groupes terroristes. Donc ce chantier n'est pas encore gagné. Donc il ne faudrait pas que politiquement que le Mali chamboule. Et la CEDEAO, dans son protocole de bonne gouvernance, de démocratie, a l'obligation également d'accompagner les États membres à ce que les choses se fassent dans les règles de l'art. Et je parlais tantôt de sagesse et d'humilité de la part des leaders de la CEDEAO. Ça, c'est vrai. Donc, ils n'ont pas voulu suivre une certaine puissance étrangère qui aurait voulu que la CEDEAO se comporte comme avant, impose des sanctions, à tout bout de champ disent c'est cette condition ou pas. La CEDEAO a dit nous suspendons le Mali de nos instances, mais la CEDEAO a manifesté aussi son accompagnement et son désir d'accompagner le Mali. Et c'est ce que Sylvestre disait. Le dimanche, si on a le gouvernement, la formation du gouvernement, disons de la vérité, dans la semaine, les chefs d'État vont se retrouver par visioconférence et vous verrez que les conditions seront allégées. Du moment où le chef de la médiation a séjourné du côté de Bamako, donc il aura produit un rapport pour tous les contacts et à faire également des recommandations à la conférence des chefs d'État. D'ailleurs, le rapport est sorti, j'ai vu le rapport du 9 juin de la CEDEAO qui a énuméré les échanges avec le président. Les parties prenantes même. Ils ont salué cela. Donc. Oui, donc la CEDEAO, même si nous lisons l'économie de ce rapport qui est contenu dans le communiqué de presse, donc on sent une certaine, disons, satisfaction de la part de la CEDEAO. Mais il y a également une vigilance parce que la CEDEAO doit veiller à ce que, oui. Le côté satisfaction, est-ce que ça ne masque pas la faiblesse
de la CEDEAO? Non, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de faiblesse de la CEDEAO. Il ne doit pas y avoir de militaires au pouvoir, ça c'est connu. Les coups d'État, on les condamne quelle que soit leur nature et on oblige à rendre le pouvoir aux civils. C'est pas ce qu'on voit là. Oui, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est une situation qui a amené ça. Parce que la CEDEAO aurait pris cette décision assez radicale au sommet d'Accra que la situation allait dégénérer plus du côté de Bamako. Donc c'est là où je parlais de cette sagesse doublée de cette humilité. C'est vrai, et je disais il y a quelques minutes aussi que d'autres puissances internationales étrangères auraient voulu que la CEDEAO adopte la même posture. Donc nous avons vu la position de la France, de M. Macron. Donc là, la France ou bien le président français aurait voulu que la CEDEAO soit également radicale. Mais la CEDEAO, la conférence des chefs d'État, a dit non, nous n'avons pas intérêt à être si radical du moment où nous-mêmes, nous appelons nos États membres à respecter les thèses constitutionnelles. Et du moment où le dernier recours constitutionnel a validé la présidence, donc la CEDEAO ne peut pas, je ne vois pas l'argument que la CEDEAO va encore développer. Donc c'est là où je disais, dans le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, il n'est pas question uniquement des injonctions, mais il est question également d'accompagner les États membres à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Et c'est ce à quoi nous tendons le 22 février. Les élections se feront, les politiques maliens vont se mesurer et l'idéal, c'est qu'un civil retourne et qu'on cesse avec, disons, cette ingérence de l'armée dans la politique malienne. Alors, moi, je dirais, si le permettez sur le sujet, je dirais qu'on ne peut pas avoir une solution miracle pour tous les problèmes qui vont se poser. C'est vrai que la CEDEAO, dans son protocole, dit qu'il ne veut pas avoir donc, un militaire au pouvoir et tout. Mais vous savez, il y a les tests et les contextes aussi. Il y a les tests et les contextes, oui. Donc, il faut tenir compte de cela. Et vous avez vu que la CEDEAO a presque épousé ou avalisé la position de l'Union africaine, qui est donc celle donc, de garder un président militaire général au Tchad. Donc, ça veut dire qu'il y a les tests et les contextes. Et il faut, à un moment donné, accompagner, essayer donc d'accompagner ces militaires-là pour que cela se fasse. Vous avez vu d'ailleurs au Niger en 2010, lorsque le général Saïd Dubo a fait le coup d'État, mais c'est vrai qu'au niveau des tests, on ne peut pas laisser un militaire au pouvoir, mais il était resté là, il a nommé un premier ministre civil, il a accompagné donc la transition jusqu'à ce que le président... le président sortant, bon, qu'on commence déjà pas à oublier, Issoufou Mamadou. Voilà, donc je crois qu'à un moment donné, il faut accompagner les gens. Mais je me dis également qu'il y a d'autres choses. La CEDEAO aussi a quelques faiblesses qui... et à chaque fois oblige les militaires à prendre le pouvoir. Il faut sévir quand il faut sévir. Quand on dit qu'il ne faut pas modifier la Constitution, quand on leur dit qu'il faut respecter donc le mandat d'eux, et qu'à la fin ou à quelques jours donc de deuxième mandat, on modifie la Constitution pour faire un troisième mandat, quand on est souvent devant ces genres de situations, ne soyez pas surpris que les militaires viennent chaque fois au pouvoir pour déposer les présidents. Oui, et dans ce contexte, donc je lui emprunte l'expression. Donc il faut saluer la mesure même de la CEDEAO. Parce que dans ce problème, dans cette situation malienne, donc la CEDEAO a eu de la mesure, sinon sa position, une certaine position de la CEDEAO allait envenimer la situation. Et nous avons remarqué que une fois que la CEDEAO a pris disons une position, obligation pour l'Union africaine d'accompagner l'espace, l'entente régionale ou bien l'organisation régionale dans ce élan-là. Et vous verrez également que Sylvestre a fait allusion au Tchad. Donc on a vu la CEMAC, quand la CEMAC a été vraiment amorphe, la CEMAC a donné une certaine orientation, même par le silence, parce que le silence exprime aussi beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le président a invité même à un sommet au niveau de la CEMAC. Oui, c'est ça. Le Tchad, c'est la CEAC. Oui, bon, oui.
C'est plutôt la CEAC, donc on peut... Ah oui, Oui, c'est plutôt... Mais disons, l'organisation dont fait partie le Tchad, lorsque l'organisation a montré une certaine disposition, même par le silence ou bien par un état vraiment, une expression amorphe, donc l'Union africaine était obligée de s'aligner et puis de faire des choses. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de l'espace ouest africain, la CEDEAO, et que ça soit l'Union africaine, que ça soit les puissances étrangères, ils ont comme interlocuteur l'État malien, mais beaucoup plus l'entité sous-régionale qu'est la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO qui a l'obligation de garantir la sécurité, la paix, la stabilité dans son périmètre. Il y a aussi une autre assurance que la délégation de la CEDEAO a reçue de la part du président et du Premier ministre, c'est qu'ils ne seront pas candidats en 2022. Je crois que c'est ce que nous avons d'ailleurs préconisé ici au tout début, dès la jeunesse donc, de cette crise. Il faut accepter ces militaires-là, ceux qui ont déposé IBK, il faut les accepter, mais prendre un certain nombre de dispositions pour les accompagner et être également, qu'ils signent également, qu'ils ne seront pas candidats pour les prochaines élections. Je crois que on l'aurait fait que on ne serait pas, plutôt qu'on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Maintenant, le président a donné quand même, je crois, il y a un terme militaire qui m'échappe là. Il a donné quand même sa garantie, qui n'ira pas, il va pas se représenter. Ce serait la même chose pour le. J'espère que c'est pas parole de militaire. Oui, parole de militaire. Il y a eu un terme aussi, parole. Mais on sait qu'il y a un militaire qui avait dit en 2000, je crois, en 2000, au Togo, qu'il ne va plus se représenter. Mais en 2002, il a fait modifier la constitution. Non, mais les contestes n'étaient pas aussi la même. Mais il y avait les tests et les contestes, n'est-ce pas? Oui, mais il y avait les tests et puis les contestes. Donc, on a un militaire général ici au pays. Le Togo, contextuellement, n'est pas... Ah non, tu parles du Togo. Justement, non, c'est parce que tu as énoncé le Togo. Donc, c'est deux contextes assez différents. D'accord, on va aller à la pause maintenant et puis on revient pour le dernier sujet.